Bonjour Monsieur Ahmed El-Karam, merci pour cet accueil chaleureux au siège de la même banque. Vous êtes le président du directoire de la même banque. Donc nous allons procéder directement par l'actualité. Vous avez lancé dernièrement une campagne de communication institutionnelle portée par la modernisation de votre logo. Si vous nous dites plus dans quel cadre s'introduit cette campagne, Monsieur Ahmed? C'est une campagne qui a été décidée pour 3 raisons essentielles. La première, notre dernière campagne institutionnelle date de presque 25 ans, quand nous avions changé le nom de la banque, qui était CFCT, qui était devenue MN Bank. Et ça date, et éventuellement, bien que le logo a été bien conçu, a été bien dessiné, a besoin d'un rafraîchissement, a besoin un peu de quelques, d'évolution pour qu'il corresponde de mieux au goût du jour. C'est pour ça que nous avons introduit la couleur bleue, n'est-ce pas, dans ce logo, qui s'ajoute maintenant au vert et au blanc, pour traduire quelques messages qui sont forts. Tout d'abord, c'est une banque solide, c'est une banque technologique, c'est une banque efficace, c'est une banque moderne et responsable. La deuxième raison, c'est que nous avons pensé, une fois que la banque a évolué, n'est-ce pas, et sa signature était auparavant à une banque une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension est maintenant atteinte, et ce qui nous permet de servir la clientèle différemment. Et nous avions pensé qu'effectivement, il est maintenant de notre droit d'être des partenaires dans la réussite et le succès de nos clients. C'est pour cela que nous sommes maintenant la banque, que le partenaire de votre succès. Donc c'est un centrage maintenant plus important sur la clientèle, sur le service donné à la clientèle, et c'est la qualité également d'appui à la clientèle, et les témoignages à laquelle vous avez sûrement vu, sont peut-être très clairs en la matière, et prouvent qu'elle est toujours à la côté de ses clients, et elle a été en grande partie, n'est-ce pas, dans le succès de la plupart de ses clients. La troisième raison, c'est que nous voulons maintenant diversifier le portefeuille de la banque. Nous sommes une banque entreprise. Nous voulons que le secteur de particulier soit également un secteur de choix dans les évolutions de la banque. Et vous savez que pour le particulier, vous ne pouvez pas faire de porte-à-porte, comme c'est le cas pour l'entreprise. Donc vous devriez faire une campagne institutionnelle où effectivement la renommée de la banque soit au cœur des systèmes de communication afin que le nom de la banque vienne le premier à l'esprit de particulier. Ces 3 raisons font effectivement que nous avons lancé cette campagne qui a démarré, comme vous le savez, il y a maintenant à peine une semaine. Nous savons qu'Amen Bank est aujourd'hui parmi les premières banques en matière de soutien apporté aux professionnels. Quelles sont vos stratégies pour consolider cette position, M. Ahmed? Notre stratégie est très simple. Nous considérons tout d'abord que l'Amen Bank, c'est une banque tunisienne. Et l'avenir de la Tunisie nous intéresse. Et nous ferons tout pour que la Tunisie puisse effectivement redémarrer sur de nouvelles bases, sur des sentiers de croissance plus pérennes et plus permanentes. Et nous considérons également que le soutien de l'entreprise passe inévitablement par la compréhension de leurs objectifs, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Donc nous faisons beaucoup de terrain. Nous sommes le premier, à côté des entreprises que nous aimerions financer, le premier, n'est-ce pas, à les soutenir. Et, troisièmement, nous pensons également que la mutation de l'économie tunisienne nécessite maintenant plus de financement le conseil. C'est ce que nous sommes en train de nous préparer pour le faire, donner des conseils aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent négocier la succession de l'affaire qu'ils gèrent, essayer un peu de voir comment se développe avec le minimum de risques, comment s'internationaliser. Tout le monde parle de l'Afrique maintenant, comment aller en Afrique, et comment éventuellement développer le fonds propre, sortir du guépier de la dette. Cette activité de conseil est maintenant recherchée par les entreprises, et nous avons le savoir-faire et la capacité pour la donner convenablement et pour l'assurer, parce que nous sommes adossés à une banque efficace. Et en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, quels sont vos programmes pour ces compétences tunisiennes qui veulent investir et qui veulent lancer leur propre projet? Nous adorons le jeune. Le jeune, c'est l'avenir des pays. Nous considérons que la banque doit toujours être bienveillante vis-à-vis des jeunes. Essayer un peu de trouver parmi eux ceux qui ont réellement le germe des futurs hommes d'affaires. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont importants maintenant étaient à un moment ou à un autre jeunes. Et c'est la banque, n'est-ce pas, qui leur a fait confiance, qui les a soutenus, qui les a appuyés. Donc nous voulons continuer à aider les jeunes,
dans le secteur le plus varié possible. Mais nous aimerions que ces jeunes qui sont maintenant dotés d'une intelligence particulière se renforcent et se consolident dans des secteurs novateurs. Dans le secteur des services de l'intelligence, le secteur de nouvelles technologies de l'information, le service de la santé, le service de l'éducation, le service de l'informatique, comme j'avais dit, le service de loisirs. Nous demandons à la jeunesse de sortir des sentiers battus et d'être effectivement un levier pour la Tunisie d'avenir dans des secteurs novateurs. Vous avez évoqué l'Afrique. Quelles sont vos stratégies pour consolider votre position, votre présence sur ce continent? La stratégie pour une banque, c'est d'avoir une banque, claire. Mais dans l'attente, on n'est pas resté de bras croisés. Vous savez que le groupe L'Amen, auquel appartient L'Amen Bank, a une solution Afrique. C'est une solution qui a commencé par les leasing. Nous sommes présents en Algérie, avec une société de leasing qui s'appelle Amala, qui est maintenant la première compagnie de leasing en Algérie, qui rend un grand service à l'économie algérienne et soutient les entreprises tunisiennes qui vont en Algérie. Nous avons acheté Alios, qui est également une compagnie de leasing et de crédit d'investissement et de crédit aux particuliers, qui maintenant évolue dans 9 pays africains, l'Afrique de l'Ouest et également l'Afrique de l'Est. Nous avons également une société d'assurance qui est installée en Côte d'Ivoire grâce à nos partenaires du groupe La Comar. Et nous avons créé au niveau de l'Amen, par Amen Capital, un fonds qu'on appelait Fonds Amen Afrique ou Africamen, qui est destiné à financer les entreprises tunisiennes qui veulent investir en Afrique par des apports en fonds propres, par des apports en capitaux qui leur permettent d'accéder après au marché africain, au marché financier dans leur pays d'installation en Afrique. Nous savons que le volet social est primordial pour la Tunisie aujourd'hui. Quel est votre impact social en Tunisie? Le social, vous savez, nous sommes une banque qui tout le temps avons un contrat très fort avec tout d'abord nos salariés de l'environnement. Nous appliquons en Tunisie, parmi les rares des banques, la politique sociale et environnementale. Ça, nous exigeons dans nos process de financement. Dans les crédits que nous octroyons, il y a une grille de critères auxquels est soumis tout projet que nous finançons pour qu'on s'assure qu'il a des effets positifs sur le plan social et qu'il n'a pas des effets négatifs sur l'environnement. Et c'est notre contribution à préparer la Tunisie d'avenir, parce que vous savez que les contraintes, n'est-ce pas, de réchauffement planétaire sont des contraintes maintenant qui s'imposent à nous tous. La Tunisie a signé les accords de COP21 qui exigent à ce qu'on contribue à la réduction des gaz à effet de serre, et cela par effectivement des responsabilités individuelles au niveau de chaque être humain, donc chaque Tunisien, au niveau de chaque entreprise, donc chaque entreprise tunisienne. Et également au niveau de la gestion de nos cadres, nous avons un programme de parité, nous avons un plan de développement de la promotion des femmes pour qu'elles occupent des postes de responsabilité de plus en plus importantes. Et d'ailleurs, les femmes ont du mérite énorme et elles arrivent à le faire parce qu'elles ont de la compétence pour le faire. Donc il faudrait leur simplifier un peu l'accès à ces fonctions-là. Et nous serons cela, n'est-ce pas, conformes aux engagements pris par la Tunisie dans le cadre des Nations Unies en termes de promotion des femmes. Donc pour en finir avec le dossier Amen Bank, comment vous voyez cette banque dans 5 ans? Oui, moi je dois avoir une banque toujours moderne. Vous savez, la même banque est construite sur quelques idées fortes qui resteront. La première idée, c'est que nous sommes là pour servir l'économie tunisienne, quels que soient éventuellement les bénéficiaires, quels que soient les acteurs, quel que soit le secteur. Nous sommes également une banque pour offrir à notre client la technologie de pointe. Vous savez que nous avons été la seule banque qui a lancé la carte de paiement en Tunisie dans les années 80. Nous sommes également la banque qui a lancé la première banque à 100% Internet, 100% en ligne, il y a une année maintenant. Et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à doter le marché bancaire tunisien d'instruments technologiques très fort valables. Chaque fois, nous sentons qu'il y a de la maturité pour cela. Vous savez que l'agence de demain sera le portable. Grâce à votre portable, vous allez pouvoir faire l'ensemble des opérations bancaires. Vous savez que certains pays dans le monde on fait sauter la phase de l'agence bancaire. Il passe directement d'un terrain friche à une monnaie de paiement électronique grâce au portable. Donc nous avons des ingénieurs à la main qui ont conçu des solutions qui sont prêtes et nous sommes dispensés à les lancer immédiatement chaque fois où les Tunisiens tirent des profits par des avancées sur la matière. Et nous pensons également, comme je l'avais dit, à diversifier notre action. La banque est par définition un intermédiaire financier, donc il collecte le dépôt, octroie des crédits. Nous voulons que, parallèlement à cette activité classique de la banque, s'adjoigne
d'autres activités, comme je l'avais expliqué, des activités de conseil, des activités de produits financiers spécialisés, des activités filialisées, des activités de multisectorielles spécialisées. Nous sommes par exemple la plus grande banque en termes de soutien de la microfinance. Donc vous voyez que tous ces ingrédients-là feront de la banque une banque qui aura un positionnement fort dans l'avenir. Ouvrons maintenant le dossier du secteur bancaire tunisien qui pèse sur l'économie. Le FMI et la Banque mondiale ne cessent de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne la fragilité de ces secteurs. Quelle est votre vision pour le système bancaire en Tunisie? Y a-t-il des réformes pour procéder à ceci? Oui, moi je pense tout d'abord, parlons du système bancaire en général. Je pense que nous avons besoin de quelques orientations clés. Nous sommes tous conscients que pour que la banque joue son rôle convenablement, il faut qu'elle soit solide. Donc nous devrons appliquer en Tunisie progressivement les règles de Bâle. Bâle 2, Bâle 3, c'est impératif. Sans cela, nous ne serons pas un acteur qui soit en mesure de soutenir un peu la clientèle, d'assurer nos services et également d'être crédible à l'échelle internationale. La banque également a besoin d'être libre. Vous savez, le monde de la finance ne s'accommode pas de contraintes, ne s'accommode pas de tutelations préalables, ne s'accommode pas, disons, de demandes, disons, d'accords préalables. Il faudrait libérer la banque pour qu'elle puisse innover, pour qu'elle puisse inventer des solutions au profit de l'économie, des entreprises et des particuliers. Cette liberté-là, nous la demandons de ceux qui gèrent le système bancaire tunisien, donc principalement les autorités monétaires. Nous voulons également que la banque ait une taille très importante, que la banque tunisienne revête une taille importante pour qu'elle soit des acteurs au service de nouveaux défis d'entreprise. Nous parlons maintenant de partenaires privés qui demandent d'élever des capitaux importants. Vous avez parlé de l'Afrique. Quand vous allez en Afrique, il faut avoir une taille importante. Donc il faudrait susciter, n'est-ce pas, à ce qu'il y aurait des banques d'une taille régionale, parallèlement d'autres banques. Elles seront peut-être petites, parce que Roux, elle joue un rôle important à l'échelle locale, mais il est impératif d'avoir des banques de taille importante. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs pour lesquels nous luttons. Nous luttons en permanence, si on peut les fédérer autour de ces idées, c'est pas les responsables et également les acteurs du marché financier. Il reste maintenant la situation des banques. Il faut distinguer entre deux choses, entre les banques publiques et les banques privées. Les banques publiques... La prochaine question. Allez-y, posez-la alors. Voilà, concernant les banques étatiques, qu'en est-il de ces banques, de l'État et de ces banques? Êtes-vous pour la privatisation? D'autant plus que le gouvernement, le ministère des Finances, a exprimé son intention de privatiser ces banques. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit que l'État, le gouvernement, n'a pas besoin d'une banque. Il a dans la caisse des dépôts de consignation un bras financier très fort, puissant, qui lui permettent d'insuffler des orientations de financement, d'orienter des capitaux vers les secteurs qu'il veut encourager, pour les opérations qu'il veut développer. Donc la caisse des dépôts de consignation peut jouer le rôle du banquier de l'État. Il peut jouer également mieux, il peut jouer le rôle d'un État dans sa fonction bancaire. Parce que le banquier de l'État, c'est plutôt la banque centrale. L'État dans sa fonction bancaire. Donc, l'État, en conséquence, n'a pas besoin à gérer des banques publiques qui, dans tous les cas, seront handicapées. Le marché bancaire étant ouvert, étant libre. Donc, ne s'accommode pas d'une restriction, quelle que soit en termes de gouvernance. Vous ne pouvez pas dire aux banques publiques d'être à la fois soumises à un contrôle administratif et faire le jeu concurrentiel avec des banques privées totalement libres et indépendantes. Donc nous devrons impérativement privatiser les banques publiques. Les privatiser, attention, pas n'importe qui, c'est-à-dire l'association au capital de ces banques publiques, dont d'ailleurs une grande partie de leur capital est déjà détenue par les privés. Comprenez la BH, une grande partie de son capital est déjà détenue par les privés. Donc, mais associer les hommes d'affaires tunisiens, associer les ménages tunisiens, utiliser la bourse pour cela, afin que ces banques restent nationales, non pas dans la composition de leur capital, mais dans leur mission de collecte de l'épargne tunisienne et de développement de l'économie. Donc des banques privées nationales. Mais la fusion de ces banques ne pourrait pas être une solution? Alors moi je suis contre la fusion. La fusion c'est quelque chose de laborieux. Vous savez que très peu de fusions réussissent dans le monde. La fusion c'est un mariage entre des cultures différentes, des systèmes d'information différents, des systèmes de gouvernance différents, des hommes et des femmes qui ont des goûts différents. Ouais, donc il faudrait peut-être un peu faire veiller la fusion d'elle-même, ne pas la provoquer politiquement. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est la privatisation.
pour en faire des instruments efficaces et pour ne pas recourir. C'est pas au budget de l'État pour le soutenir, pour les appuyer, et c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire maintenant, et qui, même si on le veut, n'est pas possible, parce que vous savez très bien que les finances publiques maintenant passent par une phase difficile, et on leur demande de réduire leurs dépenses, de réduire leur déficit, pas des versions que de l'argent pour faire le sauvetage des banques. D'une façon générale, Monsieur El Karam, comment évaluez-vous la situation de l'économie tunisienne et quelles sont les réformes? Oui, l'économie tunisienne maintenant passe par une période difficile. C'est une croissance molle, pour ne pas dire nulle. Mais je pense que rien n'est perdu. Je pense que c'est jouable. C'est jouable si nous acceptons notre manière de voir les choses, de sortir de sentiers battus. C'est-à-dire, le redressement de l'économie tunisienne passe par des idées novatrices. Vous savez, nous sommes ensemble dans ce bureau-là. Dans 20 ans, tout ce qui est dans ce bureau va disparaître. Ça va remplacer par quelque chose de novateur. Grâce à Internet, n'est-ce pas? Grâce à la robotisation, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'Internet des objets connectés, grâce au big data, grâce au cloud, grâce à la 5e génération, ces choses-là vont métamorphoser l'univers, métamorphoser les relations entre les hommes, c'est pas pour faire du commerce ou pour des rapports culturels. Donc tout ça on doit l'intégrer d'ores et déjà et emprunter sur nos sentiers novateurs. Vous savez que 40% des emplois dans les services vont disparaître d'ici 20-30 ans. Comment on va les remplacer? C'est pour cela qu'on a besoin de l'audace. De l'audace pour effectivement intégrer la Tunisie dans cette dynamique nouvelle mondiale de réforme. Et pour cela, nous avons la jeunesse. La jeunesse qui a grandi avec les claviers d'ordinateur, qui a grandi avec Internet et qui peut effectivement apporter des solutions opérantes à condition de l'encourager, de soutenir et de la laisser libre d'innover et d'agir, n'est-ce pas, et de profiter de l'ouverture des marchés extérieurs. Supprimons toutes les entraves qui rendent difficile l'accès à Internet au niveau de conception de logiciels, au niveau de conception de solutions, au niveau disons, de développement de start-up. Libéralisons l'économie tunisienne, vous allez voir, nous pouvons effectivement en faire autre chose que le marasme dans lequel nous vivons actuellement. Ça se pose des hommes politiques et des gestionnaires audacieux. Centrale aussi, parce que... Entre autres. Tous ceux qui ont en charge de régenter ce pays doivent faire confiance aux Tunisiens et dire on n'a rien à perdre. Nous sommes maintenant, si elles sont tellement difficiles, que verrouiller davantage, ça n'est peut-être que coûteux. Puisqu'on n'a rien à perdre, libérons de la liberté, naîtra, n'est-ce pas, sûrement l'intelligence, naîtra la richesse, naîtra la croissance et naîtra l'emploi. Et dans tout ça, comment l'Amen peut contribuer au sauvetage de l'économie tunisienne? Nous contribuons. Vous savez qu'après la Révolution, à un moment où l'économie tunisienne passe par une phase difficile, à un moment où l'horizon n'était pas clair, n'est-ce pas, à un moment où effectivement tout le monde parlait, c'est pas des risques majeurs, à un moment où les banques étaient autorisées à faire du crunch, c'est-à-dire de réduire leurs engagements, parce qu'il y a un risque important. La banque a assuré, tenez-vous bien, a assuré 75% de l'augmentation des crédits aux investissements de nos entreprises. Ce que nous considérons avant tout comme une banque tunisienne impliquée dans l'économie, et on est à côté de nos entreprises quand il faut les aider, les soutenir. Donc nous assumons toujours à ce niveau-là notre rôle d'un acteur engagé dans l'avenir de l'économie tunisienne. Monsieur Karam, vous étiez responsable de la PCT. Comment vous voyez les solutions, les mesures à adopter pour préserver la monnaie nationale qui ne cesse de remplacer devant la devise? Attention. La monnaie nationale n'a jamais été une affaire de banque centrale. La monnaie nationale, c'est le reflet de l'économie. Donnez-nous une économie forte, équilibrée, puissante. Le dinar sera fort, puissant. Donnez-nous une économie fragile, moribonde, déséquilibrée. Le dinar ne sera que faible. Donc c'est l'économie qui fait le dinar, c'est pas l'inverse. Le dinar, c'est un marché qui reflète une offre et une demande. Quand les gens demanderont le dinar, quand il est fort, quand il est faible, ils vont le vendre. Le monde va se déprécier. Donc c'est au niveau des politiques qu'il faudrait agir. Au niveau d'un équilibrage de notre déficit de finances publiques, qui est inadmissible. On s'endette maintenant pour payer le salaire des fonctionnaires. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas créateur de richesse. Si au niveau également de la balance courante, quand les importations dépassent largement les exportations,
Et quand on emprunte pour consommer, pas pour investir, voilà les choses sur lesquelles il faut réagir. Quand vous avez un taux de d'épargne qui baisse à des niveaux tellement bas qui font honte, n'est-ce pas, à la Tunisie. Donc, s'il nous faut des politiques économiques, il faut réagir et vous allez voir, le dinar suivra automatiquement. Pensez-vous toujours que la Tunisie doit s'orienter vers l'Afrique pour sauver son économie? Oui, moi j'ai toujours dit que l'Afrique, c'est l'avenir de la Tunisie. C'est clair, l'Afrique, c'est la dernière frontière de l'économie internationale. C'est là où vous avez le courroie démographique le plus élevé. Durant les 20 prochaines années, 250 millions d'Africains vont se déplacer de la campagne vers la ville. Ces Africains manquent de tout. Ils ont besoin de logement, ils ont besoin un peu de nourriture, d'habillement, de services publics, de services primaires, d'électricité, ainsi de suite. Et là, c'est un marché colossal pour nos entreprises. Et fort heureusement, la Tunisie est appréciée en Afrique. Vous savez que le président Bourguiba était parmi les premiers qui a cru en Afrique et qui a parrainé l'adhésion des pays africains indépendants aux Nations Unies. Et les gens sont reconnaissants. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et c'est là où le bas blesse. Nous devrons avoir une stratégie. Une stratégie pour tout d'abord, tout le capital africain qui compte soit rattaché à la Tunisie par des voies aériennes directes. Pas normal. C'est pas qu'un étudiant africain, qu'un malade africain, un homme africain, passe par Casa pour Istanbul pour venir à Tunis. Il faut dire qu'on ait également de façon diplomatique partout en Afrique. Il n'est pas normal qu'on ait à peine maintenant une dizaine d'ambassades pour 54 ou 55 pays africains. Il n'est pas normal que le nombre d'étudiants africains est en train de baisser d'année en année. Nous étions à 14 000, nous sommes maintenant à 27 000. L'étudiant africain est un ambassadeur pour la Tunisie. Quand il va revenir à son pays, il va avoir un poste de responsabilité. Il n'oubliera jamais les années de jeunesse qu'il a passées chez nous. Nous devrons ouvrir la porte, supprimer les visas pour ces gens-là, le recevoir convenablement, ne pas avoir un comportement raciste vis-à-vis d'eux, leur montrer que la Tunisie est réellement une terre d'accueil. Et les retombées économiques sont énormes, immédiates, parce que quand ils viennent, ils vont dépenser, et quand on va chez eux, ils vont se reconnaissants pour la Tunisie, donc ils vont faciliter l'intervention de la Tunisie en Afrique. Donc, il y a une action qui va toucher tous les départements ministériels, le transport, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le commerce, la banque. On doit se réunir autour de la table et arrêter la stratégie de l'Afrique et veiller à son application par un système de suivi régulier et permanent. Il y a maintenant des prémices, fort heureusement, mais ça doit avoir un élan tout autre. Disons que l'Afrique, c'est l'avenir de la Tunisie. Pour finir, Monsieur El Karam, nous voulons transmettre un message positif aux jeunes entrepreneurs. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que la jeunesse est même une force. Quand on est jeune, on est fort. Donc on ne peut pas ne pas agir, ne pas oser, ne pas entreprendre, ne pas croire en ses capacités. Mais la jeunesse, c'est qu'elle a besoin de la formation, il faut se former. Vous savez, on ne peut pas espérer être à la fois jeune, efficace et compétent si on n'a pas une formation solide. Et moi, l'appel que j'ai fait à la jeunesse, c'est de s'occuper de sa formation, accumuler le maximum de connaissances, le maximum d'informations, le maximum d'idées. Armez-vous par les connaissances modernes, vous allez voir, vous allez solliciter et rechercher.